Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais répondre à trois questions qui m'a été posées et qui sont intéressantes à répondre. Alors, la première question, c'est mon temps de formation. Combien de temps ça m'a pris à me former au niveau des gemmes? En gros, si vous voulez, quand j'ai commencé à me dire, tiens, je vais reprendre, parce que j'avais déjà comment dire, je ne vais pas dire que je m'étais déjà formé, mais je m'étais déjà intéressé aux minéraux quand j'étais un peu plus jeune, je veux dire. Mais j'ai laissé tomber parce que j'étais un peu dans le milieu, je ne veux pas dire le milieu lithothérapie, mais j'étais dans ce style de pierre. Vous voyez, tout ce qui est pierre roulée, en fait, tout ce qui est pierre pas chère, tout ce qui est je vais dire entre guillemets tout ce qui est traité, falsifié, tout ça là. Donc automatiquement, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à intégrer ce marché, parce que concrètement, en fait, si tu n'es pas dans le business de la vente, ça ne sert à rien. Tu vas pas acheter des pierres 10 euros qui coûtent pas 10 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans ce milieu-là, ce qui se vend beaucoup, c'est plus les vertus des pierres que la pierre en elle-même. Mais j'étais toujours intéressé en fait à la bijouterie. Si vous voulez, j'adorais aller voir les bijouteries, regarder les pierres qui étaient montées sur les bijoux, voir les bijoux. Enfin, ce domaine, ça m'a toujours plu. Et à un moment, j'ai voulu arrêter le métier dans lequel j'étais. Donc moi, j'étais dans le bâtiment. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même, parce que là où je suis, à côté, il y a des pays qui produisent des pierres magnifiques. Et, en fait, c'est un bon moyen de commencer un investissement qui peut être intéressant dans le temps. Parce que, en fait, tout investissement, quand vous investissez toujours dans le temps. Donc, ça veut dire que ce que vous achetez aujourd'hui prendra de la valeur dans quelques années. C'est pour ça que je dis, enfin, les pierres, c'est pas du trading. Vous voyez, le trading, là, ce qu'on vous vend beaucoup sur Internet en ce moment, le trading et tous les noms qui va avec, hein. Le trading, c'est tu achètes un produit, admettons, je sais pas, le lundi, je veux dire, ou à 13 h. Voilà. Et tu le vends le mardi, ou tu le vends à 15 h. Avec un certain pourcentage. Le trading, dites-vous un truc comme ça. Quand vous voyez tous ceux qui vous vendent du trading ou des formations de trading, des choses comme ça, attention à un warning déjà. Parce que le trading, la formation du trading, pour faire vite fait, vous dire vite fait des mots sur le trading, on ne vous apprend pas à trader. Ça, c'est faux. Personne ne va vous apprendre à trader. Si vous voulez trader, il faut connaître les marchés. Point. Donc ça veut dire qu'il faut que vous achetiez des bouquins, il faut que vous lisiez les bouquins, il faut que vous soyez informé des marchés, il faut que vous soyez informé des accords commerciaux que les pays font entre eux, pour savoir si telle ou telle entreprise a une chance soit de monter ou soit de perdre de la valeur. C'est tout. Les gens qui vont dire on va vous former au trading, d'accord? Vous allez payer 1400 balles, je veux dire. Je connais pas, hein, mais en gros, ça doit être sûrement des conneries comme ça, entre 600 et 2000 balles. 1400 balles, une formation de trading, d'accord? Ils vont vous chanter monts et merveilles,
mais le trading, c'est de l'information. La bourse, tout ce qui est action boursière, c'est de l'information. Ça veut dire que vous achetez toutes les revues de commerce internationaux et vous vous tenez informé de tous les accords qui peuvent être faits, soit entre les grosses entreprises, soit entre les pays. Et c'est comme ça que vous allez savoir si une action a des chances de monter ou l'action a des chances de perdre. Et ensuite, donc, dans le trading, donc, comme je dis, vous achetez une action qui est à 10 euros. D'accord ? Espérez pas faire 100 euros. Hein. Vous allez faire 11 euros. 1%. Maximum, c'est 3%, je crois. Déjà, si vous faites 3%, vous êtes balèze. Hein. Donc, c'est pour ça que dans le trading, en fait, vous n'y allez pas avec... des fois, ils vous disent, ouais, tu mets 1500 balles ou tu mets 1000 balles, tu mets 100 balles. Non. Dans le trading, tu ne vas pas avec ça. Hein. Ça, tu vas dans l'investissement. Tu vois, l'investissement, tu mets 100 euros par mois. Ça te fait 1200 balles en fin d'année. Tu mets ça sur 10 ans. Tu mets sur une action ou sur quelque chose de concret. Par exemple, tu en as des bonnes actions. Tu as Vinci, etc. etc. Je prends exemple sur Vinci parce que du fait que j'étais dans la construction, donc je m'intéressais à cette action. Tu as Colas aussi. Hein. Colas. Donc ça, tu mets 100 euros tous les mois dessus. Tu vois, tu commences, admettons, à 20 ans, tu mets 100 euros dessus. Et puis voilà, après tu laisses fructifier. Bon, ça va monter, ça va descendre, mais c'est rare que ça va s'effondrer, ça. Parce qu'eux, ils ont des marchés toujours à l'international. Ils sont partout, ils construisent des ponts, ils construisent des chemins de fer, ils construisent... la construction, ça apporte toujours. Donc, tu vois, tu mets 100 euros là-dedans, admettons, tous les mois. Et puis après, tu laisses faire ton action. Ça, c'est de l'investissement. Le trading, donc, comme je disais, tu vas pas avec ça. Le trading, tu vas minimum avec, je sais pas, on va dire 50K, tu vois. Ou tu vas avec 10 000. Tu fais 3% de 10 000, ça te fait 3 000. Ça te fait 300. Tu vois, tu peux te faire 300 en 2 heures de temps. Et tu peux te faire 300 en un jour. Mais le problème, c'est que c'est hyper risqué. Le trading, tu peux avoir vérifié une action, admettons, tu achètes une action pour 10 000. Tu l'achètes, admettons, à 13 heures. Tu as, je sais pas, tu as 1000 parts. 1000 parts de l'action. D'accord ? Tu la revends le lendemain. Tu regardes le lendemain. Tu regardes à 14 heures, je vais dire. C'est là que tu vas comprendre la complexité du trading. À 14 heures. Et tu vois que ton action, bah, elle a pris 3%. Donc là, tu décides de la vendre. Manque de bol, au moment où tu donnes l'ordre et au moment où l'ordre il est appliqué, elle a perdu 4%. Là-dessus, tu rajoutes tous les frais de ceux qui s'occupent de la plateforme où tu es ou des choses comme ça. Tu as plus de 10 000. Hein. Tu as peut-être 9 200. Donc ça veut dire que tu as perdu 800. Alors toi, tu pensais en gagner 300. Et même si tu vends, tu vends là, tu gagnes les 300, en fait, tu ne gagnes pas 300. Parce qu'il y a les frais, il y a tout ça là. Tu vas gagner peut-être 120. Et le trading, la complexité du trading, c'est ça en fait. Autrement, il faut que vous ayez carrément une plateforme, vous soyez sur un truc de plateforme où ce soit instantané. C'est-à-dire vous achetez de l'instantané, vous vendez de l'instantané. À partir du moment où vous cliquez sur vendre, c'est vendu tout de suite. Si ce n'est pas le cas,
vous allez perdre de l'argent parce qu'à partir du moment où vous allez donner l'ordre de vendre, l'action, ça se trouve, elle aura perdu. Elle n'aura pas gagné. Peut-être qu'elle aura gagné aussi, mais elle aura perdu. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous allez donner un ordre, chaque fois que vous allez donner quelque chose à faire au niveau des marchés, vous allez toujours payer des frais. Chaque action va vous coûter de l'argent. Donc quand vous englobez tout ça, vous prenez du 3%, vous payez à chaque fois, vous payez des frais, des choses comme ça. Si vous voulez aller trader avec cette somme-là, laissez tomber. Vous avez cette somme-là, investissez-la dans le long terme. Vous voyez, vous achetez du Vinci. C'est un exemple que je donne, hein, attention. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Vous achetez du Vinci à 100. Vous laissez ça à 20 ans. Donc ça vous fait du 1200 par an. Ça vous fait du 24 000 sur 2 ans. Plus le prix des actions que ça a plus ou moins fructifié, je pense que vous devez vous en sortir entre 30 et 35 000. Si l'action a bien fonctionné. Donc voilà, pourquoi je suis parti là-dedans. Donc voilà la différence entre le trading et l'investissement. Et pour moi, si vous voulez, la pierre, ça rentrait dans l'investissement. Parce que c'est pareil, il y a un truc pour moi qui n'a aucune valeur, c'est l'euro. L'euro, pour moi, ne vaut rien. Au jour d'aujourd'hui, l'euro ne vaut rien. Sur les marchés, l'euro ne vaut rien. Sur les marchés, acheter des obligations d'État, ça ne vaut rien. Les pays sont tellement, dans la zone euro, les pays sont tellement endettés qu'ils injectent de l'euro pour justement essayer de garder cet euro stable. Mais cette monnaie fluctue sur des valeurs qui n'existent pas en fait. C'est pour ça que d'ailleurs ils veulent sortir l'euro numérique, parce que si demain, admettons, vous avez de l'argent, les assurances vie, tout ça là, si demain tout le monde veut récupérer son argent, il n'y a pas assez de billets sur les marchés pour récupérer son argent. Et s'ils doivent faire tourner la planche à billets pour que les gens récupèrent leur argent, ils vont, si vous voulez, pour aller, comme on dit, si vous voulez aller acheter une baguette de pain après, il vous faudra une brouette. Parce que l'argent ne vaudra plus rien. On aura tellement de billets sur nous que ça n'aura plus de valeur. Ce qui fait la valeur d'un objet, c'est la rareté. C'est pour ça qu'ils bloquent. Quand je vous parle des fois en France, où je vous dis c'est compliqué, arriver à une certaine somme de faire des choses, c'est par rapport à ça. Parce que la France, on est endetté de 3 000 milliards, je crois, un truc comme ça. Et on rapporte, je crois, à l'État beaucoup moins. On est ce qu'on appelle en déficit. En fait, l'argent que l'État gagne sert juste à payer les intérêts. Les intérêts de la dette. C'est comme si vous aviez un crédit, admettons, de 250 000. Vous gagnez 1200 € et vous avez 1600 de prélèvement. Vous perdez 400 tous les mois. Tous les mois, vous perdez 400. Et arrivé à un moment, vous ne pourrez plus rembourser parce que c'est pareil, c'est 400 que vous perdez. Ils rentrent là-dedans et ils prennent de l'intérêt. Donc en fait, petit à petit, vous creusez le trou, vous creusez la tombe. C'est pour ça que pour moi, l'euro ne valait rien, ne vaut rien. Et si vous voulez, moi je cherchais quelque chose à investir dedans.
qui même sans, qui, je veux dire, à l'international, a une valeur. Et là, vous avez deux types de produits. Vous avez le produit d'investissement et vous avez le produit de consommation. La différence entre les deux, c'est qu'un produit de consommation est dévalué à partir du moment où vous l'achetez. C'est-à-dire vous achetez à 100 €, une semaine après, il en vaut 81. Une semaine après, il en vaut 60, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il dévalue. Et un produit d'investissement, par contre, lui, il prend de la valeur. C'est-à-dire, vous l'achetez à 100 €, une semaine après, il vaut 110 €, une semaine après, il vaut 120 €, etc., etc. Voilà la différence entre un produit d'investissement et un produit de consommation. Et les pierres, du fait que les pierres sont de plus en plus rares et de plus en plus dures à trouver, automatiquement, c'est des produits d'investissement parce que c'est des produits qui prennent de la valeur dans le temps. Ça ne peut pas se décoter. Et si demain, admettons, il y a une grosse crise économique et un effondrement monétaire, tout ça là, aujourd'hui, les pierres que vous achetez en euros, si demain, il y a une nouvelle monnaie, admettons, je ne sais pas, on va dire l'écu, puisqu'à un moment, il parlait d'écu. Admettons, l'euro s'effondre, demain, il y a l'écu. La pierre que vous avez achetée 100 €, bah, vaudra 100 écus. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'aura pas perdu de sa valeur. Vous prenez votre pierre que vous avez achetée 100 €, vous allez aux États-Unis, vous pouvez la revendre contre du dollar. Vous pouvez la vendre contre de la livre sterling. Vous pouvez la vendre contre du dinar. Vous pouvez la vendre contre du yuan. Vous pouvez la vendre contre du yen. À l'international, vous pouvez toujours échanger votre pierre contre la monnaie d'un pays étranger. Donc voilà. Alors, à partir de là, moi, j'ai décidé de me relancer dans les pierres, mais dans les pierres, cette fois-ci, dites précieuses. En fait, les gemmes. Donc, il faut un début pour commencer à se lancer. Et la première chose que j'ai fait, c'est déjà essayer de me trouver un fournisseur. En fait, je ne vais pas parler de fournisseur parce que pour se trouver un fournisseur, c'est pas compliqué. Vous allez sur le net, vous cherchez et vous retrouvez un fournisseur. Moi, j'ai voulu vraiment être à la... Voilà, on va dire comme ça. Je fais une pyramide. Voilà. Moi, j'ai voulu vraiment être, je ne vais pas dire au sommet, mais on va dire là, il y a le mineur. Ensuite, le mineur, il donne à l'interlocuteur. Lui, il essaye de vendre à des acheteurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et après on descend. Et ben moi, je vais essayer de me positionner ici. Donc, j'ai cherché les interlocuteurs là où j'en avais besoin. C'est le plus dur que j'ai eu à faire. Parce que quand on se lance dans ce business, on remarque qu'il y a beaucoup de petits malins. Ce qu'on appelle des arnaqueurs. Et donc, je me suis formé. Pour me former, c'est simple, j'ai lu énormément de bouquins. Les styles de bouquins que j'ai lus, vous avez celui-là. Ensuite, j'avais pris celui-là, mais j'étais un peu déçu du contenu. Vous voyez, ça ne dit pas grand-chose, hein. Ça parle juste des minéraux. Mais bon, ça permet d'apprendre et de voir les minéraux. J'ai pris celui-là. Initiation à la gémologie. Il n'est pas trop mal. Pour si vous débutez, vous ne connaissez rien, c'est intéressant de l'acheter.
Sinon, c'est pas, je l'ai pas trouvé trop intéressant. J'ai acheté celui-là pour connaître en fait les tailles. Ensuite, il y a celui-là. C'est un peu pareil que celui que je vous montre. C'est un peu ça. Ensuite, celui-là, j'ai galéré à le trouver, celui-là. J'étais un peu déçu, vu comment j'ai galéré à le trouver quand j'ai vu ce que c'était. Enfin bref, celui-là, je vous le conseille. Celui-là, il est hyper intéressant. Après ça, bon, ça comme je vous dis, hein, ça c'est les minéraux. J'ai celui-là aussi. Celui-là aussi, il est hyper top pour tout ce qui est inclusion, choses comme ça. Si vous voulez connaître les inclusions, vous voyez, c'est un livre où est-ce que ça vous parle des pierres, des inclusions, des traitements, les choses comme ça. En gémologie, si vous voulez faire de la gémologie, donc c'est ça, tout ce qui est pierre fastée, moi je vous conseille ce livre-là. Les livres de minéralogie, vous pouvez les prendre, hein, ça permet d'apprendre un peu les minéraux. Et celui-là. Pour moi, les deux là, c'est les deux best-sellers à avoir. Celui-là, vous pouvez le prendre, mais ça regroupe un peu les deux autres. Donc à la rigueur, essayez de trouver celui-là en premier. Et vous voyez, celui-là, par exemple, je l'ai eu en deuxième main. Hein. Ça devait être quelqu'un qui faisait un cours. Il a surligné des choses. Parce que je ne l'ai pas trouvé impossible de le trouver en librairie. Après, ça aussi, ça peut être intéressant à connaître. Mais si vous avez les deux best-sellers là, que je vous ai montré, c'est largement suffisant. Alors donc, j'ai passé énormément de temps à lire. Et il y a une chose aussi que j'ai compris, c'est lire des bouquins, faire des formations, c'est bien, mais il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, je vais dire ça va servir à rien. Je vais vous donner un petit exemple. Vous faites une formation de gémologie. Donc dans la formation de gémologie, on va vous apprendre à identifier les pierres. Donc vous allez faire un peu de minéralogie, donc vous allez travailler sur la dureté, la densité, etc. etc. La réfraction, en fait, tout ce qui va vous servir à utiliser les appareils de gémologie, donc le réfractomètre, le digroscope, spectroscope, etc., etc., qui vont vous permettre d'identifier les gemmes. Et on va aussi vous apprendre, parce que la gémologie, en fin de compte, c'est l'étude des gemmes pour la bijouterie. Donc on va vous apprendre à trouver des pierres, des gemmes clean, c'est-à-dire sans vraiment défaut. Sans défaut surtout visible à l'œil, et avec le minimum de défauts visible à la loupe. Donc ce qui peut arriver, c'est d'avoir une... C'est pas général ce que je veux dire, mais quand vous allez aller chercher des pierres, vous allez chercher la perfection. Et quand vous allez voir une pierre parfaite, sans inclusion, sans rien, qui a la dureté, la densité, etc., que vous allez tester sur les appareils, que vous allez voir qu'elle correspond en tout point, vous n'allez pas vous poser la question si c'est une synthèse ou une naturelle. Vous allez tout de suite dire c'est telle pierre. Mais aujourd'hui sur les marchés, vous avez des gemmes de synthèse qui sont extrêmement bien faites. Elles vont passer nickel les tests, moi je dis d'appareils de terrain. Il faudra vraiment les mettre dans des appareils de haute technologie
pour déterminer si c'est une pierre de synthèse ou une pierre naturelle. Je répète que les synthétiques sont les reproductions à l'identique des pierres naturelles, sauf qu'elles sont poussées en laboratoire. Par exemple, vous avez le procédé le plus connu au niveau du rubis, enfin du corindon, je vais dire, c'est le procédé Verneuil. Le procédé Verneuil, quand vous allez regarder à la loupe, la cristallisation du rubis, en gros, c'est ça. C'est des chevrons qui sont mis comme ça. La cristallisation du Verneuil, enfin les stries de croissance du Verneuil, c'est ça. Donc quand vous allez regarder à la loupe, que vous allez voir des stries comme ça, tout de suite, synthèse. Quand vous allez voir ça, vous allez dire c'est naturel. Et il y a un autre procédé qui a des stries de croissance qui, elles, sont droites. Et le lapidaire, si vous avez affaire à un bon lapidaire, il va tailler la pierre de manière à ce que quand vous voyez ça, vous avez l'impression que c'est ça, mais selon le sens que le lapidaire a taillé, si vous voulez, vous n'aurez pas les stries de croissance. Voilà, vous allez voir ça. Donc vous allez vous dire, elle est naturelle. Vous allez la passer dans tous les trucs, tout va être bon. Et vous allez partir du principe que c'est une pierre naturelle, par exemple un rubis naturel, alors que ce sera une synthèse, mais ce sera un autre procédé que le Verneuil. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on étudie les pierres, il faut vraiment tout étudier, c'est-à-dire il faut étudier, le marché des naturels, d'accord, le marché des pierres naturelles, le marché des pierres de synthèse, savoir où en est les avancées, quel procédé il existe encore pour fabriquer certaines pierres, comment les détecter, etc., etc., etc. Et ensuite, là-dedans, il faut étudier les inclusions. Les inclusions. Et pour étudier les inclusions, il faut avoir des pierres qui ont des inclusions. Il faut acheter des pierres des fois qui sont incluses et il faut les étudier, il faut les regarder. Et il y a une chose à savoir aussi, c'est que chaque pierre, selon la zone géographique où vous allez... j'ai un peu de mal là. Selon la zone géographique où vous allez aller la récupérer, elle aura certains types d'inclusion très spécifiques. Et il y en a, quand ils se lancent dans les pierres gemmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des fournisseurs. Les fournisseurs se fournissent dans ils récupèrent des pierres de partout. Et en récupérant ces pierres, donc vous avez des pierres de partout qui vous vendent, vous récupérez ces pierres. Mais dedans, il peut mettre certaines pierres douteuses. Vous n'allez pas vraiment les définir parce que vous n'aurez pas la capacité de reconnaître, par exemple, vous avez une amétrine de Bolivie. Supposons que vous allez en Bolivie, vous achetez plusieurs lots d'amétrine en Bolivie. Vous étudiez toutes ces pierres, donc vous voyez les inclusions de l'amétrine de Bolivie. Quand vous allez avoir une amétrine de Bolivie, vous allez tout de suite reconnaître qu'elle vient de Bolivie par rapport à ces inclusions. Mais si vous achetez un lot d'amétrine d'un fournisseur qui se fournit dans le monde entier, vous allez recevoir des amétrines avec différentes inclusions, mais vous ne saurez pas définir selon les inclusions d'où elle vient, cette amétrine.
Et des fois même, vous allez prendre certaines pierres qui vont être hydrothermales, synthétiques, comme de la naturelle. Parce que vous n'allez pas reconnaître l'inclusion spécifique de cette pierre comme quelque chose de comment dire, qui a poussé en laboratoire. Vous allez le prendre comme une pierre naturelle. Bon, on a 30 minutes, je vous fais la suite.